m'intéresserai ici encore à l'expression fin de vie, sur le plan simplement formel aussi, comme ça a été le cas dans l'article dont a parlé Paul Loup, mais aussi parce qu'il nous fait réfléchir au sens qui est aussi, non pas seulement historique, mais aussi actuel. Alors pourquoi réfléchir au sens de l'expression, même de la locution fin de vie? En premier lieu, c'est parce qu'il est difficile d'y échapper. Elle est absolument partout. Dans les débats, les avis, les enquêtes, les propositions de loi, elle recouvre tout, si bien qu'elle semble familière. Or, elle ne l'est pas. Elle n'était pas usitée il y a peu de temps. Elle n'appartient pas au langage courant, comme l'ont fait remarquer Virginie Ponel et Fabrice Xil dès les premières pages du parcours que vous avez en main. Dans nos conversations usuelles, on parle surtout de personnes, enfin, si on utilise cette formule, on dit en fin de vie, où il a voulu finir sa vie dans une phrase, ici et là, au Bahamas par exemple. C'est surtout dans les textes officiels que l'expression de la fin de vie remplace progressivement le mot mort et mourant, des mots qui apparaissent encore en 1976, par exemple, dans une résolution du Conseil de l'Europe, encore aussi dans quelques textes en France, mais qui vont vite être balayés, si j'ose dire, par l'expression fin de vie. Je donne un exemple. Il y a un rapport en 2004, un rapport SICAR, on dénombre plusieurs rapports SICAR. Il y en a un qui est intitulé « Respecter la vie, accepter la mort ». Eh bien, l'année suivante, le mot mort et mourant a disparu, avec la fameuse loi Leonetti qui s'intitule Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Et on voit ce grand mouvement se répéter un petit peu partout avec la disparition du mot mourant, officiel, si j'ose dire, et le fait que fin de vie se répand partout. Alors pourquoi ce changement? Pourquoi cette adoption d'une formule, au fond un peu figée, c'est-à-dire cette locution? Alors on peut faire l'hypothèse qu'il y a une influence de l'anglais « end of life ». Parce que end of life est très utilisé en anglais pour beaucoup de choses, y compris les machines à laver qui arrivent en fin de vie. Et aussi dans le domaine humain, en France, c'était un petit peu moins, on dit que le robot a rendu l'âme, mais enfin, c'est pas tout à fait pareil. Et en réalité, l'anglais, peut-être pour quelque chose, vous savez que les textes officiels sont traduits souvent de l'anglais, mais c'est surtout que c'est une bonne façon de créer un euphémisme. Fin de vie évite le mot mort. Et c'est toujours dans le domaine de la mort quelque chose qu'on a recherché. On a recours à des images qui atténuent la mort dans ce qu'elle a de brutal, de dur, de cruel. On utilise des images de départ, la disparition, le repos, le sommeil, ou le fait de s'éteindre comme une bougie. On invente beaucoup de périphrases ou d'images autour de la mort pour l'éviter, pour créer un champ sémantique apaisant en dehors du langage brutal de la mort. On peut aussi avoir d'autres formes d'évitement et la médecine est très riche en euphémisme. On utilise des sigles, par exemple LAT, on utilise tout le temps, DNR, c'est-à-dire Do Not Resuscitate. Bon, alors est-ce que la formule fin de vie est un euphémisme? Oui, sans aucun doute, indéniablement. Mais ce n'est pas que cela. En se focalisant sur la vie, on fait un choix médical, certain, mais aussi social, philosophique et éthique. Rappelons-nous le choix du titre de l'association Jamal, ce titre extraordinaire, qui s'appelle « Jusqu'à la fin de la vie accompagner la mort ». Jusqu'à la fin de la... Jusqu'à la mort accompagner la vie. Vous voyez comme quoi les sigles peuvent être un petit peu trompeurs. Jusqu'à la mort accompagner la vie, c'est-à-dire qu'on choisit de porter la lumière sur ce qui reste de vie, à l'orée de la mort, et c'est bien un choix, disons, nouveau. Alors en attendant, maintenant, reprenons simplement la formule de fin de vie et cherchons un sens. Disons que d'une manière simplifiée, il y en a deux, selon le contexte et selon autre chose qu'on va peut-être découvrir. Ce n'est pas sans conséquence pour notre présent. Le premier sens, disons, est existentiel.
Cela veut dire que c'est celui qui concerne une personne donnée qu'on estime en fin de vie. Cette fin de vie particulière, individuelle, qui implique une durée, je dirais qui n'est pas toujours fixe. Elle peut aller de quelques jours, quelques semaines à quelques mois, on l'a vu tout à l'heure. Un vécu, des signes, jusqu'à l'agonie, comme on dit il y a peu. Et une fin de vie que les proches, les témoins ont toujours cherché à scruter dans l'émotion, dans l'incrédulité, dans la révolte, quelquefois la résignation, à laquelle l'Église autrefois estimait de son devoir jusqu'au lit du malade d'assister ou de donner du sens, et à laquelle la médecine a essayé d'apporter un savoir sur les signes cliniques qui permettent de déterminer l'approche de la mort, savoir quand est-ce qu'elle devient inévitable, imminente, comme le fameux faciès hippocratique, dont c'est une très longue histoire. Cette connaissance clinique devait aider le médecin à répondre à la famille, à répondre à la pression de la famille quand est-ce que la personne dont il s'agissait allait mourir. C'était un pronostic qui devait être toujours prudent, pronostic vital engagé, on dit encore, sans compter que la connaissance des signes de la mort était très importante, était considérée comme très important pour des raisons légales et pour éviter ce qu'on craignait absolument, surtout le réveil du mort, une fois dans son tombeau. En réalité, ce champ du vécu individuel de la mort a été souvent un désert médical. Peu de présence, peu d'aide, ignorance, désarroi, un drame pour les proches, d'où à l'origine de deux mouvements opposés, qui n'ont pas de relation entre eux au départ, mais qui le sont en fait. À l'origine, le mouvement de l'ADMD. D'ailleurs, le fondateur de l'ADMD, Michel Landa, de 1979, raconte lui-même avoir été révolté, comme nombre des adhérents de cette association, qui ont eu cette expérience. Ils ne veulent pas subir le même sort. Au contraire, en face, on peut dire, mais sans lien, le champ du en fin de vie a été investi par les soins palliatifs. Ce n'est pas la peine ici de faire, devant cet auditoire, de développer les soins palliatifs, l'histoire des soins palliatifs. Il s'agissait du mourir, mais aussi par un renversement d'une modalité du vivre, accompagner le vivre jusqu'à la fin. À cet égard, je recommanderais la lecture du livre « Accompagner 30 ans de soins palliatifs en France », c'est un vieux livre déjà, sous la direction de Michel Salamagne et Patrick Thimonet, mais je vous le recommande, 2015, à cause de la magnifique introduction de l'historien Michel Vauvel, qui est un des grands historiens de la mort, comme Philippe Ariès, et comme l'ont été des sociologues et des artistes. Dans le cadre du mourir effectif, on utilise le mot de fin de vie, pas abstraitement, mais à titre individuel. D'où l'usage, et là c'est la grammaire qui parle, de divers articles indéfinis. Chaque fin de vie est une fin de vie. On l'utilise avec aussi des possessifs, mon, ma, sa, votre. Dans les directives anticipées, on demande « Que souhaitez-vous pour votre fin de vie ?» Et on répond normalement « Ma fin de vie, pour ma fin de vie, je souhaite ». Donc on est dans le « vous ». Qui est-ce qui s'adresse à nous on ne sait pas. Je souhaite, etc. Donc il n'y a pas de fin de vie en général, mais au sens particulier existentiel. La fin de vie recouvre ce type de réflexion sur la fin de vie. D'où la réticence à sortir de ce cadre, à généraliser, en particulier à légiférer, pour tous, en même temps, en risquant l'uniformisation et peut-être la déshumanisation. En comparaison, le deuxième sens de fin de vie et la fin de vie vient de ce qui désigne d'une manière générique une période de vie commune à tous les êtres humains, mais indépendante de leur vécu. C'est un sens que j'appelle catégoriel. La fin de vie, sous cette forme de locution, devient une phase de la vie, tout simplement. À la suite d'autres âges de la vie, comme l'enfance, l'âge adulte, la vieillesse. Et vous savez qu'on a délimité dans beaucoup de sociétés les divers âges de la vie avec des rites de passage souvent ou des qualifications. On a aussi étendu ces âges de la vie en amont avec l'embryon, le fœtus et même la phase préembryonnaire maintenant,
Et après, vers la vieillesse, la grande vieillesse et la fin de vie. Donc, et ce n'est pas fini. On peut imaginer que avec les différentes formes de mort, par exemple la mort cérébrale, on aura droit à on va peut-être créer des sortes de nouvel âge où vie et mort vont s'entremêler un peu, ni tout à fait la vie, ni tout à fait la mort, ça veut dire une mort mixte. Il y a un autre micro, bien. Ça va, je vais parler dedans, voilà, souffler dedans. Donc je disais que les âges de la vie, maintenant, incluaient la fin de vie comme un nouvel âge de la vie, dans le sens d'une catégorie. Il n'est pas tellement objet de savoir dans ce sens-là, dans le sens catégoriel, mais de mesures d'organisation. On demande à l'individu d'organiser sa fin de vie, comme je l'ai dit, avec des directives anticipées, mais aussi on pourrait prévoir le choix du terme de la vie par la personne elle-même, pour créer ce cadre d'âge de la vie ou bien de sortie de la vie. Les sociétés font la différence entre une fin de vie non organisée, suicide ou homicide par compassion, et une légitime, légale, socialement acceptable, car les sociétés n'aiment pas le désordre, la violence d'une mort donnée à soi-même ou à autrui. Il faut qu'elle soit organisée, d'où la volonté de légiférer, je pense. C'est pour aussi cela que certains souhaitent une loi qui autorise, comme je dis, une aide active à mourir, qui autorise, légalise, organise aussi, et là on demandera aux juristes de nous aider dans ce domaine, le cadre de la fin de vie. Le cadre temporel devient secondaire, puisqu'on le voit, la liberté de choisir sa mort n'y est pas exclusivement liée à la temporalité du mourir. Le cadre est plutôt celui des droits qui s'extrait des circonstances. Pour résumer, pour finir sa vie, être en fin de vie dans le sens existentiel, se décline au présent ou au futur proche. Dans le monde médical, les soins palliatifs en ont fait leur terrain. Plus largement, l'accompagnement est la modalité qui lui convient le mieux, on en a parlé tout à l'heure, une modalité qu'on pourrait dire horizontale. C'est d'ailleurs horizontalement que les soins palliatifs se sont jusqu'ici développés, en tâche d'huile, si on peut dire, ce qui est lent, difficile, mais aussi assez efficace, mais qui peine à être généralisé, homogénéisé. Au sens catégoriel, d'autre part, la fin de vie est passée officiellement et régie par la loi et nécessairement organisée, elle s'impose d'emblée, au moins en principe. Je dirais verticalement, comme toute décision ou mesure politique. Cela recoupe dans notre langage la répartition en d'un côté la fin de vie qui se pose avec des articles indéfinis et de l'autre avec le seul article défini, la fin de vie. Alors qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'elle s'exclut? Est-ce que ces différentes faces, ces différentes entités s'excluent? S'excluent d'un certain côté, oui, mais différemment, selon qu'il s'agit, et j'abonde un petit peu dans le sens qui a été dit tout à l'heure, du suicide médicalement assisté ou de l'euthanasie ou de la façon dont on voudra les désigner. Le suicide médicalement assisté est certes revendiqué comme un principe, comme un droit, celui de demander la fin de la vie et de l'obtenir, mais aussi comme une manière bel et bien existentielle de finir sa vie. Non pas la vie en général, mais il s'agit évidemment de suicide. Le mot commence par sui, qui veut dire soi-même. C'est la fin de soi-même, c'est-à-dire de moi, si je veux dire. Donc c'est un sens parfaitement existentiel et qui communique avec ce sens catégoriel dont je parle aussi, qui communique. Inversement, l'euthanasie, c'est beaucoup plus difficile à penser si on la pense comme la mort donnée. C'est pourquoi d'ailleurs le CCNE a suspendu son opinion, son avis. On peut y voir le souhait en quelque sorte d'être mort sans mourir, sans le mourir. Et nous avons du mal à penser en France que la médecine y a son rôle.
Du reste, on peut imaginer un jour qu'un robot fasse très bien l'affaire. Pourquoi pas? Encore ici, il faut faire jouer notre langage. Aide active à mourir. Ce qu'entend la médecine, ce dont elle parle, c'est le fait d'aider. Je veux dire, c'est l'action d'aider. Et elle se trouve devant des problèmes très difficiles à résoudre. Mais ce qu'entend la personne qui demande à mourir, celui qui parle, qui pense, il pense à se faire aider de mourir, se faire mourir. C'est presque un réfléchi. C'est être aidé à mourir. C'est toujours, d'un certain côté, vouloir vivre sa mort, la fin de son existence. Les deux discours diffèrent, mais l'essentiel, c'est que c'est celui qui parle et qui pense qui est le maître du jeu, si l'on peut dire. Et qui parle. C'est bien cela qu'il faut toujours éclaircir. C'est bien cela qui est difficile. C'est bien une question éthique, parmi d'autres. Celle de l'autonomie, de la solidarité et surtout de la responsabilité pour soi et pour autrui. Alors éthiquement, nous voilà bien embarqués.